Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. L'actualité est de plus en plus riche en événements, si tant est que nous pouvons dire que la profusion peut être qualifiée de richesse. Des événements qui se précipitent, nombreux, souvent décisifs, et qui entraînent des réactions en chaîne dans un système politique hermétique, fondé sur la pratique du secret, où l'analyse, la lecture apaisée et objective est très malaisée. Nous faisons ce que nous pouvons pour tenter d'éclairer l'opinion publique et, si nous manquons d'objectivité, ou pour être plus juste, si je manque d'objectivité dans le traitement des sujets que je vous propose, ce n'est pas parce que je suis animé d'une quelconque haine, ni que je sois dans une quelconque dynamique politique chafouine qui ne se dit pas, qui ne s'affirme pas. Non. Si je me fais particulièrement critique à l'endroit du régime, c'est parce que j'ai la profonde conviction que nous avons affaire à une mafiocratie, à un système crapuleux qui a capté la souveraineté populaire, qui l'a détournée au profit de ses membres, de ses clientèles, de ses parentèles, à un point qu'il est difficile d'imaginer. Voilà pourquoi j'ai fait le choix délibéré de ne pas être dans une attitude journalistique de chien de faïence ou de vache qui regarde passer les trains, en mâchouillant ses propos qu'elle aura pris le soin de bien ruminer avant de les rendre. Voilà pourquoi je prends la peine, mais aussi le plaisir, puisque je suis avec vous, il faut le dire, de commencer mes émissions par une introduction éditoriale. Parce qu'on ne peut pas parler de celui qui maltraite sa propre maman, pour rester poli, en usant de formules ampoulées et courtoises, en restant distant, à égale distance, de sa propre mère qui gît dans son sang et du voyou qui s'acharne sur elle. C'est mon attitude, c'est ma position, c'est mon avis, c'est ma conviction. Dans cette émission, nous ne cachons donc pas que nous traitons de l'événement de façon engagée, non pas au profit d'une quelconque mouvance contre une autre, mais depuis une attitude de salut public contre une entreprise criminelle. Je tenais à faire cette précision, je vous demande de m'en pardonner, de m'en excuser, pour qu'on sache bien qu'être un journaliste ne veut pas forcément dire se couler dans le moule de la bien-pensance ambiante, des modes d'emploi livrés en kit et des formalités creuses. À l'avenir, Inch'Allah, à chaque samedi, comme aujourd'hui, nous essayerons de faire une rétrospective sur les événements de la semaine écoulée, avec à chaque fois des invités, dont des acteurs politiques et un journaliste, pour tenter de comprendre, de scruter l'actualité, d'en débrouiller les chevaux. Aujourd'hui, El Watan. Le sort des généraux ne se confond pas avec celui de la nation. Par Majid Makdi. TSA. Comment l'Algérie se dirige vers un désastre économique. Par Taoufik Abdelbari. Le soir d'Algérie. Mohsin Belabbès. Le RCD ne se retirera pas de la CNL-TD. Par MK. avec nous, par ordre alphabétique, Mohsen Belabbès, président du RCD, Soufiane Jilali, président Jil Jadid, Karim Kebir, journaliste. Mohsen Belabbès, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, Mohsen Belabbès, les événements de la semaine écoulée ont été riches en révélations de tout genre, qui ont abouti finalement au constat que le DRS avait été quasi complètement démantelé, si ce n'est les deux services qui lui sont restés. Et en fin de compte, le déboulonnement du grand patron du DRS lui-même, l'inamovible jusqu'à présent, le très mystérieux
général Tawfiq. Alors, quelle est votre lecture sur ces événements? Non, d'abord, c'est important de dire que ce qu'il y a eu durant le mois de juillet et le mois d'août était prévisible depuis 2013. En réalité, c'est depuis 2013 que le chef de l'État a décidé de récupérer à son compte un certain nombre de prérogatives qui jusque-là étaient entre les mains du DRS ou bien du général Toulker. Mais la question qu'on se posait depuis un certain moment, est-ce que cela se faisait avec l'assentiment du général Toulker ou bien il y avait un désaccord sérieux entre eux sur ces questions-là? Ils ne sont pas venus à faire au niveau du HCR à la conclusion que toutes les décisions qui ont été prises par le chef de l'État s'agissant de la restructuration du DRS ont été prises avec le consentement du général Toulker. Il était informé, il était partie prenante de la décision. On sent comme si les deux préparaient le départ. Donc, pour le général Toulker, il était hors de question de laisser un service de renseignement avec autant de prérogatives entre les mains de celui qui allait le remplacer. Pour M. Bouteflika, c'était plutôt question d'essayer de peser de façon à récupérer un certain nombre de missions de ce service de renseignement pour les mettre entre les mains de personnages qui sont réputés plus proches que d'autres. C'est comme ça qu'on a eu plusieurs ceux qui ont été rattachés ou à l'état-major de l'armée ou à la DGSN et pour certains d'autres directement à la présidence. C'est vrai que nous avions entendu durant cette semaine aussi l'intervention d'un certain nombre de militaires en retraite qui nous expliquent que ça peut tenir la route, que une structure comme la direction de la sécurité de l'armée doit effectivement être rattachée à l'état-major de l'armée puisqu'il s'occupe de la sécurité de l'armée. D'autres vous disent que la SCORAT et le GIGN, c'est des structures qui doivent relever plutôt de l'armée de terre. Donc, en tout cas, on sent que chez les militaires en retraite qui sont intervenus, que pour eux, c'est pas une déstructuration du DRS, voire même c'est un renforcement de la direction du renseignement et de la sécurité, puisque maintenant on les a libérés de certains nombres de missions. Mais Bouteflika était intéressé d'occuper l'opinion publique par des limogeages et des nominations dans une conjoncture où il était attendu justement sur des solutions à apporter à la crise économique, des solutions à apporter à la crise politique, parce que tout le monde l'a tenté sur la question de la transition, sur la question de la révision de la Constitution, sur la question de la peste des pays du baril, sur la question donc des mesures concrètes à prendre justement pour faire en sorte à redémarrer l'économie nationale. Il n'en est rien. Il a préféré chaque jour, de temps en temps, chaque semaine, annoncer une nomination à limogeage. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une information qui a circulé et qui reste à confirmer, qu'on croit le général qui s'occupe de la justice militaire, si je me souviens bien, c'est un certain général Zarok, qui a été limogé. Donc l'information n'a pas été confirmée. Donc c'est un autre général qui devrait partir lui aussi en retraite à partir d'aujourd'hui si l'information venait à se confirmer. Moi je dis qu'il ne faut pas que l'opinion publique s'intéresse trop. Parce que je l'ai dit dans mon intervention hier à l'occasion du Conseil national du RCD, le sort de l'Algérie ne se confond pas avec celui des généraux. Il y a, j'étais étonné qu'une certaine presse donne plus d'importance au fait que le général Hassan soit arrêté. C'est bien d'en parler, mais on oublie qu'il y a beaucoup d'autres citoyens, militants politiques, acteurs de la société civile qui courent dans les prisons depuis des mois et des mois. Personne n'en parle.
à part un certain nombre d'acteurs de l'opposition qui ont eu à les citer de temps en temps, mais on a oublié que tous ces gens-là. Tous ces gens-là ont été des victimes. Tous ces gens-là n'ont pas les moyens de se défendre. Ce n'est pas le cas du général Hassan qui dispose d'assez de moyens, que ce soit moyen financier, que ce soit soutien, parce qu'il était puissant. Il était pratiquement le numéro 3 du DRS. Donc voilà la situation aujourd'hui en Algérie. On essaie de faire passer dans une crise comme celle-là la mesure portant augmentation des hydrocarbures comme étant une mesure qui cible les personnes qui sont aisées. Mohsen Belabbas, oui. Vous avez vraiment fait un vrai tour d'horizon, je vous en remercie, de ces derniers événements, les plus marquants du mois. Sinon, vous avez dit que dans tout ça, le président de la République a recouvré en quelque sorte des prérogatives qui avaient été captées indûment par le DRS, qui reviennent aujourd'hui à la présidence, à l'état-major, au commandement militaire. Mais en fait, la grande question, est-ce que c'est vraiment le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, qui est l'auteur de ces grandes et graves décisions? Non, moi, je ne suis pas de ceux qui posent le problème de cette manière. Parce que poser le problème de cette manière, c'est disculper le chef de l'État de sa responsabilité. C'est une manière de tromper aussi l'opinion. C'est une manière de dire que non, le chef de l'État, il est otage. Dans le passé, on disait qu'il était otage de certains ministres, qu'il est otage du DRS, maintenant il est otage de son frère. Il faut en sortir avec cela. Monsieur Bouteflika, il est chef de l'État depuis 1999. Jamais il a voulu faire quelque chose, il ne l'a pas fait. De 99, quand il est arrivé au pouvoir, il a exigé un score de 70% au général Toufik, un score qui lui a été accordé. Donc dès le départ, c'est-à-dire que la veille de son intronisation, la veille donc de la promulgation des résultats électoraux, déjà il a commencé à faire du DRS un instrument, notamment de fraude électorale. C'est ce qu'il a fait en 2004. C'est l'instrument qu'il a utilisé pour violer la Constitution en 2008. Il ne faut pas l'oublier. Jusqu'à l'élection de 2014, le DS a fait campagne pour le chef de l'État. Oui, mais Mohsen Belabbas. Il a essayé de nous faire croire qu'il y a Mohsen Belabbas, excusez-moi de vous interrompre. Évoquer ce sujet serait disculper en quelque sorte des responsabilités du chef de l'État. Moi, je ne pense pas. Si réellement son état est celui qu'on nous rapporte, c'est-à-dire celui d'un légume qui ne décide rien, qui est complètement absent, qui est complètement déconnecté, pourquoi voudriez-vous qu'on dise non, il est là, il ne faut pas dire qu'il n'est pas là, sinon on le déresponsabilise, ça veut dire que ce n'est pas lui. Mais en fait, qui m'empêche moi de dire non, ce n'est pas lui qui prend ces décisions, non, c'est son frère, non, ce sont d'autres forces qui derrière se servent de lui comme d'une façade institutionnelle pour mener jusqu'au bout des décisions dont on ne sait ni les tenants ni les aboutissants. Pourquoi ce serait le déresponsabiliser s'il est vraiment déresponsabilisé? Non, moi je dis ça parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, qu'on a commencé à nous dire ce n'est pas la faute au chef de l'État, c'est la faute à ses ministres, c'est la faute à son entourage. Du temps d'État où il n'était pas malade, on entendait cet argument et on continue à nous servir cet argument. Les décisions qui sont prises ces derniers temps, les décisions qui ont été prises de tout temps, souvent, nous sommes dans un pays qui ne fonctionne pas, décret présidentiel. Un décret, il est signé par un président. Maintenant, c'est possible, bien sûr. Il y a l'entourage qui l'informe, mais la décision, il la prend. Bien sûr que l'entourage peut donner une partie de l'information et cacher une autre partie. Mais souvent, on nous présente dans les informations un chef de l'État qui a réuni le Haut Conseil de la Sécurité, un chef de l'État qui a convoqué le chef de l'État-major, un chef de l'État qui a convoqué le Premier ministre, un chef de l'État qui a appelé au congrès du FLN pour se faire entendre comme président du parti. Non, la responsabilité, c'est tout le système. Et on ne peut pas dire que le chef de l'État, non, il est malade. Non, il ne décide pas. Non, il n'est pas impliqué. Ils sont en train de préparer la renaissance
du système, encore une fois. Il y a même un certain nombre de lectures, il y a des citoyens maintenant qui se posent la question et ils vous disent, mais c'est important de rapporter aussi ce que disent les citoyens. C'est bien d'entendre des politiques, mais c'est bien d'entendre ce que disent les citoyens. Il y a des gens qui vous disent, on ne comprend pas. Du jour au lendemain, on nous fait sortir des photos du général Toufik, mais on a l'impression qu'on a affaire à une affiche de campagne, parce que la photo, elle est belle, la photo, elle est récente, la photo, elle est de profil, la photo montre un intellectuel, montre un personnage bête qui n'est pas âgé. Ils vous disent aussi qu'on nous fait sortir à travers les médias des témoignages d'acteurs politiques de différentes obédiences qui sont tous là pour vous présenter le général Toufik dans des termes, le général Toufik est pieux, le général Toufik a fait la Umrah, le général Toufik a été à la Mecque pour le Hajj, le général Toufik est très intelligent, le général Toufik est très à l'écoute, etc., etc. Donc ça commence. Les questionnements au niveau des populations, d'autant plus. Restez avec nous, Mohsen Belabbas. Je reviens à vous dans un instant. Sofiane Djilali, merci d'avoir accepté notre invitation, encore une fois. Sofiane Djilali. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Alors, Sofiane Djilali, votre lecture des événements, de ces derniers événements, de ces... comment dirais-je, de tout ce qui s'est passé en matière de déboulonnement du DRS, de départ de Toufik, et nous viendrons aux autres événements après. Je vous en prie. Écoutez, je crois que tous les Algériens ont suivi pas à pas ce qui s'est fait depuis au moins 2 ans, depuis l'attaque célèbre du secrétaire général du FLN contre le chef du DRS. Mais moi, je n'ai pas de détails. Et vous savez que dans ces situations, le DRS est un service secret par définition. Et je crois que c'est inutile d'étaler sur la place publique un tas d'informations dont personne ne sait la source et l'exactitude. Donc, je ne veux pas rentrer dans des polémiques et dans des histoires que nous ne contrôlons pas. Par contre, la signification des faits peut plus ou moins être connue. Nous avons devant nous 2 cas de figure, il me semble. Soit qu'il y a une entente à l'intérieur du pouvoir, à l'intérieur du système, entre les chefs des différentes institutions et des différentes factions, j'allais dire, entre le clan présidentiel, l'armée au sens large, donc l'état-major, mais aussi le DRS, et que de tout ça est sortie l'idée qu'il faut renouveler le régime en faisant partir un à un les chefs symboliques et en préparant une succession, probablement la feuille de route étant établie. Ça, c'est un scénario possible. Le deuxième scénario, tout aussi probable, est que en utilisant le président et en utilisant la controverse qu'il y a avec le DRS, il y aurait eu une alliance peut-être entre l'état-major de l'armée et la présidence pour essayer de contenir, rabougrir le DRS et reprendre le contrôle. Ça aussi c'est possible. Pour quel objectif? Certains pensent que le président veut absolument préparer sa succession et faire sortir un homme de son entourage et de son clan pour pouvoir l'imposer à l'Algérie. Mais Sofiane Djilali, excusez-moi, vous dites que pour ce qui est des événements dont vous n'avez pas d'explication, dont vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, vous préférez ne pas en parler. Est-ce qu'en adoptant une telle attitude, ce n'est pas en fait reconnaître la valeur, l'efficacité de ce régime qui sait sceller les événements, qui pratique le culte du secret, qui a réussi à se rendre complètement étanche? Et donc nous on dit, bon, à partir du moment où rien n'a filtré, on n'en parle pas. Par exemple, le cas de l'état de santé du président, on n'en parle pas parce qu'on n'a pas d'informations. Je vous en prie. Tout le monde sait que le régime algérien est fermé par certains aspects occultes. Il y a eu les dépêches de Wikileaks qui sont apparues chez Wikileaks à partir de l'ambassade américaine où ils se plaignaient apparemment de l'incompréhension du cœur du système algérien.
Tout le monde le sait. On sait aussi que nous sommes dans une conjoncture extrêmement difficile, non seulement pour l'Algérie en tant que nation, mais pour le monde arabo-musulman plus généralement. On voit ce qui se passe dans la région, la Syrie, le Yémen, la Libye, maintenant la Palestine, le Quds. Et rien ne dit que l'Algérie n'est pas aussi impliquée dans un agenda. On voit également apparemment que l'étranger est très intéressé par ce qui se passe. Il peut essayer de tirer les ficelles. J'ai vu dans votre émission François Gez intervenir et il m'a semblé qu'il était extrêmement informé de certains détails qui me laissent penser que lui-même peut être aussi impliqué dans un service et tout ça est très dangereux pour le pays. Donc, nous, en tant qu'opposition, on est là pour réclamer un certain nombre de choses clairement. Nous voulons la construction d'un État de droit. Nous voulons la démocratie. Nous voulons le respect des libertés. Nous voulons le respect de la souveraineté nationale et nous luttons contre un régime qui est fondamentalement maintenant pourri, qui a les mains dans la mouise, si j'ose dire, jusqu'au bout. Les grands scandales, l'argent du pétrole et maintenant la catastrophe économique qui s'annonce. Donc ce que nous voulons, nous, en tant qu'opposition, c'est que ce régime s'en aille, mais sans détruire l'État algérien. Car le régime s'est trop longtemps confondu avec l'État, et là, l'opération est chirurgicale et devient extrêmement sensible. Donc il faut que le régime s'en aille, mais que l'État reste debout. Soufiane Djilaï, vous venez de dire que François Gez vous semble trop bien informé pour être honnête. Si j'ai bien compris, c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire. Vous m'avez entendu, Soufiane Djilaï? J'ai dit qu'il me semblait être trop informé d'un certain nombre de détails. Sont-ils vrais ou pas? Je ne sais pas. Mais il me donne l'impression de s'intéresser de trop près à l'Algérie pour que tout cela soit très honnête. D'accord, restez avec nous, Soufiane Djilaï. Karim Kabir, journaliste. Merci d'être avec nous, Karim. Bonsoir, merci. Merci. Alors, Karim, commentaire, questions aux invités, à votre avis, à votre choix? Je crois qu'ils ont un peu, à mon avis, ils ont suffisamment restitué un peu la problématique autour justement de cette mise à la retraite et du limogeage ou de la mise à l'écart. Donc nous ne savons pas réellement parce que nous avons affaire à un régime opaque qui est hermétique, comme vous l'avez dit vous-même au début de l'émission. Donc il n'est pas toujours évident de faire des lectures comment dire, assez pertinentes lorsque nous ne disposons pas de suffisamment d'éléments d'information fiables. Donc nous nous contentons un peu d'essayer de recouper, d'essayer de lier les choses avec le contexte, de revenir un peu à l'effet antérieur pour essayer de voir le processus. Donc aujourd'hui, tout le monde demande à voir réellement à quoi assimiler cette mise à l'écart. Est-ce que réellement c'est le fruit d'un deal à l'intérieur du régime? Ils se sont entendus sur un agenda, parce qu'il faut dire aussi que le responsable du service est quelqu'un de très âgé, et puis qu'on disait malade il y a quelques années déjà. Donc après on se pose la question, est-ce qu'ils se sont entendus donc sur un agenda pour aller à des changements mais à l'intérieur du sérail? Et puis est-ce que c'est vrai, c'est le fruit d'un bras de fer comme certains essaient de l'accréditer entre soi-disant des clans présidentiels ou ceux qui sont dans l'entourage du président avec le service. Puis il y a la troisième voie aussi, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas la main des puissances étrangères, notamment la France et les États-Unis, qui, paraît-il, ont émis le vœu à ce qu'il y ait des changements
au sein des services déjà depuis l'affaire de Kidin Tourin où quoi que l'on dise, les services ont vu leur image un peu écornée dans la mesure où ils n'ont pas pu anticiper sur pratiquement un acte de guerre. Donc aujourd'hui, on est réduit à des spéculations, on est réduit justement, Karim Kabir, justement, vous venez de prononcer le mot clé. Je voulais vous poser une question sur cette spéculation, justement, dont vous parlez, de la presse. Elle en est réduite à ça. Pourquoi, à votre avis, la presse est dans l'incapacité la plus totale d'essayer de faire de vraies lectures, de faire une vraie investigation, d'essayer de trouver des sources qui soient crédibles, pour essayer d'avoir un vrai éclairage sur la situation? Pourquoi, au mieux, c'est de la spéculation? Au mieux, lorsque ce n'est pas de la manipulation de gens qui écrivent parce qu'ils sont tout simplement orientés par des milieux ou d'autres. Bon, je pense, à mon avis, la réponse coule des sources. C'est faute d'accès à l'information, parce que nous n'avons pas les moyens d'accéder à l'information. Après, derrière ça, bien sûr, il faut remonter aux conditions de création de la presse pour comprendre un peu le mécanisme, comment il fonctionne. Bon, moi, je ne vais pas jeter la pierre sur mes confrères, ni de les dénigrer, ni un peu de sous-estimer le travail que nous faisons au quotidien. Mais il faut dire qu'aussi qu'il y a certains qui se prêtent à ce jeu de manipulation, consciemment ou inconsciemment. Et ça, je pense que c'est une méthode qui est déjà utilisée dans les années pendant la guerre contre le terrorisme, et puis qui a continué. Donc parfois l'intoxication participe, elle déstructure complètement la pensée des Algériens. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les Algériens ont du mal à formaliser une réflexion autour d'un événement pour la simple raison parce qu'ils ont reçu tellement de flux d'informations contradictoires qu'ils n'ont pas les moyens de discerner que forcément ils ont toujours des idées un peu complètement fausses sur beaucoup de choses. Et ça, je pense que, je vous dis, la presse n'est pas... on ne peut pas lui imputer tous les défauts, mais parce que... On peut lui impliquer une vraie carence, Karim. De la profession. Karim, on peut lui impliquer une vraie carence. Une vraie carence. Elle est absente. En d'autres temps, elle est particulièrement prolifique lorsqu'elle écrit sous la dictée. Mais là, en l'occurrence, qu'il s'agit de commenter un événement marquant, un tournant historique quasiment, elle est absente totalement, comme si elle attendait que des informations lui tombent du ciel. Mais sinon, Karim, est-ce que vous auriez une question? Je ne pense pas qu'il est absente. Il faut voir les difficultés dans lesquelles elle fait son travail. Quand vous avez la difficulté de confirmer une information, quand même ce n'est pas une information ordinaire, la mise à l'écart du patron du service, mais où vous allez confirmer et quelle est cette source qui va assumer l'information qu'il va vous donner. Parce que je vous apprends rien dans le métier que l'identification de la source est importante pour crédibiliser une information. Parce que les sources anonymes, ça ne donne pas du crédit à l'info. Malheureusement, aujourd'hui, dans certains papiers de presse, on trouve souvent des sources anonymes. Or, les sources anonymes, on peut lui faire dire ce qu'on veut, mais nous n'avons pas les moyens de la vérifier. Mais donc, à mon avis, ce n'est pas une forme de démission de la presse, mais parce qu'elle n'a pas les moyens d'accéder à l'information. C'est un déficit, mais ça touche à la santé démocratique en fait du pays. Il y a un sérieux problème de liberté d'expression et de liberté de la presse. Karim Kabir, une question à poser à Mohsen Belhabbas éventuellement? Oui, je salue au passage Mohsen, mais je fais juste un peu pour voir puisque je crois qu'ils ont conclu qu'il faut créer un rapport de force au sein de la société, parce qu'en fait, finalement, c'est ce qui compte, c'est pas ce qui se passe dans le sérail, mais plutôt l'avenir de l'Algérie et l'avenir des citoyens.
Et donc, moi, je voulais poser la question sur cette construction du rapport de force au sein de la société. Est-ce que, vu la situation qui est un peu compliquée avec la crise économique et puis les entraves du pouvoir, est-ce que la mission de l'opposition ne s'annonce pas un peu difficile quand même? Merci. Mohsin Belabbas, vous avez entendu la question? Oui. Je vous en prie, si vous voulez répondre. Oui, mais il faut savoir de répondre à la question de M. Kébé. C'est important de dire que les partis politiques algériens, notamment les partis d'opposition, ne sont pas face à un pouvoir politique détenu par une majorité ou bien face à des partis politiques avec lesquels ils sont en compétition. Nous sommes dans un pays où un parti politique d'opposition se bat contre la police politique. Ça veut dire qu'il se bat contre un corps qui a des moyens humains énormes, qui a des moyens financiers énormes, et qui dispose d'une formation de qualité pour ces cadres, qui a des moyens de répression, qui a des moyens de manipulation. Et en face, vous avez des partis politiques qui disposent juste d'un collectif militant avec des convictions. Je ne dis pas que c'est insuffisant, je dis qu'on peut toujours faire mieux en tant que classe politique, puisque nous avons l'avantage d'être dans un pays où nos parents ont affronté la troisième puissance du monde en 1954. Donc rien n'est impossible. C'est important aussi de dire par rapport à la presse, moi-même j'étais journaliste par le passé, mais ce qui gêne, ce qui m'a gêné, du moins moi de mon côté ces derniers temps, dans les lectures de la presse, c'est pas tellement le fait qu'ils n'ont pas donné assez d'informations, parce que nous sommes dans un pays effectivement où il n'y a pas possibilité d'accéder à l'information. En plus, même quand on a une information crédible, souvent il y a des interventions pour que cette information n'apparaisse pas. Il ne faut pas croire que la police politique est finie. Au contraire, la police politique est en train de buter dans notre pays, mais c'était malheureux de voir la une des journaux le jour du départ du général Toufir dire que c'est le début de l'état civil. Je ne vois pas en quoi le départ d'un général peut être synonyme du début d'un état civil. Nous l'avons toujours dit que l'état civil, par définition, très simple, c'est des élections libres. Donc c'est la souveraineté du peuple. Et si effectivement on veut aller vers la construction de l'état civil, c'est l'institutionnalisation d'une instance indépendante de gestion des élections. Bien sûr, c'est important de discuter d'un service tel que le renseignement, mais pas de cette manière. C'est le pouvoir qui a décidé d'exploiter politiquement des nominations et des limogeages au sein des services de sécurité. Et c'est normal que les partis politiques aussi parlent maintenant de ce qui se passe à l'intérieur de l'armée. Plus que cela, moi je considère que dans une conjoncture comme celle-là, nous devons peser pour faire en sorte à ce qu'il y ait une loi, un cadre juridique, justement, qui fixe les règles du jeu, du fonctionnement, de désignation, etc., de ce genre de service. C'est maintenant qu'il faudra le faire. C'est pas quand il n'y aura pas d'actualité concernant ce service. Maintenant, moi, j'ai toujours dit que l'opposition, c'est bien de se réunir. C'est bien d'être d'accord sur l'analyse. C'est encore mieux si on est d'accord d'avoir le même discours, la même position par rapport au pouvoir. Mais je considère que le plus important, c'est la construction du rapport de force. Et le rapport de force se mesure sur le terrain. Il se mesure dans la rue ou bien dans les grandes salles. Il n'y a pas de grande salle en Algérie. La seule grande salle qui existe en Algérie, c'est la Fatracha. Nous l'avons déjà testé en 2014. Nous avons fait salle Africain. Maintenant, d'autres espaces à occuper pour montrer que nous mobilisons. Parce que c'est là que nous pouvons quantifier le rapport de force. Partout dans le monde, un parti d'opposition, un syndicat, une association qui s'oppose à un projet de loi donné sort dans la rue. Il ne se réunit pas. La réunion, c'est bien de la faire. Et moi, je dis, il est temps d'aller dans la rue. Les justificatifs
l'administration refuse de nous donner l'autorisation, ne sont pas crédibles. Parce que quand il y a la volonté, sans autorisation, nous pouvons agir. Nous l'avons fait par le passé. Nous avons organisé plusieurs cités sans autorisation. Nous avons organisé les marches du 24 février sans autorisation. Un parti politique doit informer l'administration quand il projette de faire une activité, mais il n'est pas obligé d'attendre l'autorisation. Nous sommes dans un pays où l'administration refuse d'autoriser. Nous devons aller outre ces autorisations pour agir. Mohsen Belabbas, vous avez fini pile poil sur votre temps de parole, donc, mais restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Sofiane Gilali, il vous reste environ 6 minutes pour vous exprimer. Nous essayons de répartir le temps de parole de façon équitable. Donc, j'aimerais bien que vous vous exprimiez sur le même sujet, c'est-à-dire l'attitude de l'opposition par rapport à ces événements, par rapport à ce qui s'annonce pour un avenir, semble-t-il, beaucoup plus imminent qu'on ne pense. Je vous en prie. Eh bien, écoutez, l'opposition, quand même, il faut lui tirer chapeau. Depuis quelque temps, elle a donné un vrai contenu au sens du mot, du concept d'opposition. Je vous rappelle simplement qu'auparavant, on peut mettre une ligne au moment du printemps arabe. Avant 2011, le régime se sentait tellement fort, il avait écrasé tous ceux qui voulaient s'opposer, y compris avec la force. Entre parenthèses, le DRS était un instrument à disposition de M. Bouteflika, dans tous les sens, puisque semble-t-il le feutre de roi qui a fait de M. Bouteflika un président, donc lui-même a été installé artificiellement, mais aussi pour contenir toute opposition et la diviser. À partir de 2011, où il y a eu ce mouvement international, j'allais dire en tout cas, qui touche les régions et le monde arabe, le pouvoir a paniqué, il a ouvert des soupapes. À ce moment-là, l'opposition en général a retrouvé une marge de manœuvre, beaucoup plus que, semble-t-il, il y avait une divergence à l'intérieur du sommet de l'État. Puisque le clan du président voulait coûte que coûte aller au 4e mandat, se maintenir, quel qu'en soit ensuite le prix à payer, alors que d'autres, essentiellement dans l'armée DRS, voulaient en finir avec les mandats successifs de M. Bouteflika et repasser à autre chose. Ce dysfonctionnement ou cette mésentente a probablement créé une marge de manœuvre où l'opposition a pu s'engouffrer, prendre des forces et agir. Nous avions agi sur le terrain, sur les positions. Il y a eu Mazapran, il y a maintenant un document dont tout le monde se réclame, ce qui est assez extraordinaire et ce qui est très positif. Nous avons brisé les barrières qui existaient entre les différents courants idéologiques et nous avions tous mis au-dessus de nos têtes l'état de droit et la démocratie. Voilà donc des atouts extrêmement importants pour l'opposition. Maintenant, pouvons-nous rentabiliser cela et rapidement? Là, ça devient plus compliqué parce que d'une part, la population est encore, disons, hésitante. Bien entendu, la population ne soutient en aucune façon le régime. Elle connaît maintenant très bien les détails. Elle a fait le diagnostic. Ils savent, les Algériens savent que ce régime peut qu'apporter du mal et du malheur. Mais en même temps, ils ont peur de faire le pas. Ils ne savent pas très bien s'ils peuvent faire confiance à l'opposition ou pas. Vous savez, chat échaudé craint l'eau froide. Donc ça demande un peu de temps. Deuxièmement, la conjoncture est extrêmement maintenant dangereuse. Tout le monde sait que l'Algérie a 50% de moins en entrée en devise. Or, le régime algérien vit sur la distribution des subventions. Du coup, nous allons aller vers une période d'austérité. Il y aura très probablement des mouvements importants qui peuvent être incontrôlés, incontrôlables. Et là, tout devient compliqué. L'opposition doit affirmer, elle doit occuper le terrain, elle doit faire parvenir son discours, elle doit faire des propositions aussi, c'est important. Et je crois que c'est le moment aussi où les Algériens ont besoin d'entendre ce que veut faire l'opposition demain. Mais en même temps, tout cela, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. Restez avec nous, Sofiane Gilali, restez avec nous. Nous allons demander à Karim Kebir s'il a
une ou des questions à vous poser éventuellement. Karim, si vous voulez commenter ce que vient de dire Sofiane Gilali ou lui poser une ou des questions. Oui, je reviens justement sur juste ce que le facteur temps ne joue pas un peu, c'est-à-dire ne joue pas aussi contre l'opposition au regard un peu de la crise maintenant qui se complique et puis les entraves du pouvoir. Est-ce que c'est-à-dire pour que l'opposition engrange les dividendes de cette inquiétude un peu chez la population, est-ce que le facteur temps ne joue pas un peu contre l'opposition? D'accord. Sofiane Gilali, vous avez environ 5 minutes donc pour répondre, conclure. Et nous reviendrons à Karim Kabir. Je remercie M. Kébir pour la question qui est très pertinente. En réalité, quand on voit la situation d'un peu de loin, on s'aperçoit que les fondamentaux sont les mêmes et même se sont aggravés contre le pouvoir. Alors, quels sont ces fondamentaux? D'abord, vous avez un président de la République complètement malade et en dehors de toute vraie prise de décision, même s'il est à l'évidence complice et même largement responsable de ce qui se passe. Mais c'est un facteur qui affaiblit énormément le pouvoir de l'intérieur. Deuxièmement, vous avez des contradictions maintenant qui apparaissent, ce que nous constatons dans cette gestion du DRS, mais aussi derrière cela le gouvernement. Vous voyez des contradictions graves entre M. Sellel et M. Ouyahia sur la Constitution, sur la gestion au jour le jour du gouvernement, sur la loi de finances, etc. Ensuite, c'est un régime qui est à bout de souffle, qui n'a rien à proposer, ni sur le plan économique, ni sur le plan social. Et la dégradation extrêmement rapide maintenant sur le plan économique. Voyez, l'inflation est à plusieurs chiffres, très probablement. Lorsque la ménagère va au marché, lorsqu'on achète la laitue à 250 dinars le kilo, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est très grave. La valeur du dinar, tout le monde sait qu'elle a perdu 35 à 40% et nous sommes encore sur la même pente. Les importations vont ralentir parce qu'il n'y a plus suffisamment d'argent à acheter. Nous sommes à 3 ou 4 jours de l'Eid al-Adha. Mais lorsque vous allez en ville, vous voyez plein de rassemblements de moutons, mais il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de clients. C'est que le pouvoir d'achat est très, très, très affaibli. Donc tous ces éléments-là, et on sait que rien ne va s'améliorer à l'horizon, pas en tout cas avant 2018 ou 2019. Et donc ce pouvoir doit craindre beaucoup de choses à la fois. Une situation sécuritaire compliquée, une situation interne pratiquement incontrôlée, des contradictions définitives à l'intérieur du pouvoir, un président absent, tout cela fait que nous allons vers une forme d'effondrement. C'est là où l'opposition doit apparaître avec toute sa sagesse. Il ne s'agit pas de brûler le bateau et d'emmener tout le monde à la casse. Il faut aider le pouvoir à s'en aller sans que l'Algérie ne succombe. Donc il faut être présent, il faut être là, il faut montrer que l'opposition est capable de gérer la suite et faire en sorte que par la pression diverse, politique, que ce pouvoir s'en aille définitivement. Et je pense que c'est ça son destin. Il ne peut rien faire d'autre que de préparer sa valise. D'ailleurs, M. Ouyahia lui-même nous a informé que beaucoup de responsables, de hauts responsables, avaient déjà les valises bien remplies et fermées, et que les moteurs des avions qui devaient les prendre tournent pour les emmener rejoindre leurs biens et leur argent de l'autre côté de la Méditerranée. C'est M. Ouyahia, directeur de cabinet du président de la République, qui dit ça. Il l'a dit face à ses députés. Donc, voilà, on peut en tirer une première conclusion palpable. Il a dit que les moteurs des avions tournaient, que les valises sont pleines et que tout le monde s'apprêtait à s'en aller? M. Ouyahia a fait une rencontre avec les députés le premier ou deuxième jour de la rentrée parlementaire. Et ce sont les propos qui ont été rapportés par de grands journaux arabophones et francophones. Et M. Ouyahia n'a pas démenti un seul mot. Voilà, c'est terrible, là. Merci, Sofiane Gilali. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Karim Kabir, le mot de la fin vous revient. Vous avez encore environ 4 minutes. Dites-nous un peu ce que vous pensez donc, de ce que nous disent nos invités, mais aussi de l'opposition. Est-ce que, selon vous, elle est crédible? Est-ce qu'elle peut vraiment
aller de l'avant? Est-ce qu'elle peut être prometteuse? Oui, je crois qu'elle a jusque-là quand même réussi la prouesse de réunir de se réunir c'est-à-dire autour d'une plateforme, mais c'est quelque chose, c'est une invention extraordinaire. Maintenant, je pense qu'eux-mêmes, ils le disent, ils ont pris toute la conscience, et ils ont pris un peu, ils ont saisi tout l'enjeu de la problématique politique. Donc, ce qu'il leur reste à faire, c'est bien entendu de créer ce rapport de force et d'aller sur le terrain. Mais bon, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas une mission facile, ce n'est pas en une journée, mais c'est un travail de longue haleine. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre issue pour imposer le rapport de force et imposer le changement qui, à mon avis, est souhaité par tous. Voilà. Mais Karim Kabir, quand on prend la CLTD par exemple, moi ce que j'ai constaté personnellement, c'est que les partis, les personnalités, les mouvances qui la constituent ne sont pas toutes, ces petites entités, ne sont pas toutes de la même intensité, ni du même engagement, ni du même enthousiasme. On dirait qu'il y a pas mal de gens qui sont là juste pour la galerie. Vous n'avez pas cette impression? Écoutez, il faut quand même restituer un peu les choses dans leur dimension. Il ne faut pas exclure aussi qu'il y a une forme d'apprentissage un peu de la politique chez certains, parce que bon, il y a certains qui ont un passé militant et qui ont déjà eu un peu à connaître les contraintes de l'exercice politique sur le terrain. Il y a d'autres qui le sont moins. Il y a d'autres aussi, peut-être, ils ont d'autres façon de voir, de faire la politique, ou peut-être qu'ils sont prisonniers d'une forme de conception aussi héritée de l'école du FLN. Donc c'est tout ça à la fois qu'il faut quand même essayer de composer avec toutes avec toutes ces contradictions. Mais à mon avis, je pense que sur le plan de l'enjeu, sur le plan de la nécessité qu'il y ait un changement en Algérie, je crois que sur ça, il n'y a pas de débat, ils sont convaincus. Maintenant, il reste à savoir la manière, comment agir, comment Karim, faire ce rapport de force. C'est là où il y a, à mon avis, où ils semblent diverger un peu. Karim, il nous reste environ 2 minutes. Oui. Pourquoi, à votre avis, l'intelligentsia, comme on l'appelle, l'élite intellectuelle de ce pays, qui sait très bien, plus que tout le monde, que le pays va droit au mur, que c'est inéluctable, il n'y a aucun doute là-dessus, que nous allons droit à la catastrophe, ils le savent. Et l'avenir de leurs propres enfants est engagé. Pourquoi soit ne lancent-ils pas eux-mêmes une initiative qui puisse rassembler les gens pour pouvoir faire face à ce qui va nous tomber dessus, soit rejoindre les initiatives qui existent déjà sur le terrain. Vous avez environ 1 minute. Je crois qu'on a eu déjà l'occasion de parler de ça, c'est qu'il y a une grave crise de confiance qui est née de beaucoup de choses, mais je pense à mon avis que la responsabilité incombe en premier lieu au pouvoir, qui n'a pas laissé un peu les gens s'organiser, qui n'a pas laissé justement cette élite dont vous parlez, du moins celle qui est engagée, un peu d'exposer ses idées, d'aller à la rencontre des citoyens. C'est vrai qu'aussi de l'autre côté, il y a une partie de l'élite qui est démissionnaire. Bon, il est démissionnaire pour plusieurs raisons. Il y a celle qui est un peu lassée enfin, il a démissionné parce qu'elle est lassée de certaines figures, d'une certaine forme d'exercice politique. Il y en a un autre qui a été corrompu, ce qu'on appelle une élite organique, qui a été récupérée donc par le pouvoir, qui est là à développer des discours contraires à ses convictions. Et puis, il y a ceux qui sont partis à l'étranger pour des raisons historiques, plutôt pour des raisons politiques dans les années 90, ou plus récemment encore pour des raisons économiques, parce qu'ils ne sont pas
il n'évolue pas dans un milieu. Donc c'est tous ces facteurs qui ont fait un peu que notre unité aujourd'hui est un peu complètement effacée. Mais cela dit, ça ne fait pas d'elle. Je crois que ça ne doit pas la pardonner quand même. Elle est appelée quand même à s'impliquer, parce que dans tous les pays du monde, je pense que tout se construit autour des luttes, et ça commence au niveau des associations, au niveau local, au niveau des quartiers, où ils doivent tout le temps s'impliquer. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais comme je vous dis, je crois que c'est le défi justement de l'opposition, c'est de rétablir un peu cette confiance pour que les gens aient confiance en l'exercice. Merci Karim Kabir. Excusez-moi de vous avoir interrompu, nous avions un peu débordé sur le temps. Donc cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Salam alaikum. Qawala khair. Bislama.